Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag en cette journée très spéciale pour nous puisque ça fait 2 ans, et oui 2 ans déjà, 2 ans que School TV vous accompagne, nous accompagne au quotidien. 2 ans d'émissions, des centaines de thématiques, des milliers d'invités pour notre plus grand bonheur et une fidélité sans faille, sans borne, la vôtre. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Salut Alix Nguyen. Salut Patrice. Comment ça va? Joyeux anniversaire. Merci, 2 ans, c'est beau. C'est mieux que 45. Allez, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, cette journée internationale de l'éducation. Un gros plan cette fois-ci sur l'école pour tous, collectif qui se bat notamment contre les expulsions des enfants scolarisés, des enfants en extrême précarité. Vous le verrez dans un instant. Bidonville et autres foyers. Quelle scolarité pour tous ces enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté, quand l'éducation représente, vous le savez, le seul espoir d'une vie meilleure. Et puis Alix, dans ta loupe, tu nous parles de... On va faire un petit focus sur le programme Toutes et tous à l'école. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale, je vous présente mes 2 invités en plateau. Richie Thibault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Richie, cofondateur de Peuple Révolté, c'est ça? De la Luciole Média et membre de l'école pour tous. La Luciole Média, c'est? C'est un média indépendant qui relaie tout un tas d'initiatives, mais c'est vrai que je suis surtout ici avec la casquette de membre et porte-parole du collectif École pour tous. Dont on va parler bien sûr pendant cette prochaine demi-heure avec Maître Alina Tchouchou. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être touchée. Avocate, auteure, présidente donc d'Ascola et marraine du collectif École pour tous. C'était une évidence d'accepter cette casquette de marraine. Et comment est née École pour tous? Alors, c'était une évidence pour moi, effectivement, au regard de mon parcours de vie, puisque avant de devenir avocate et auteure en France, j'ai été moi aussi l'une de ces enfants privés d'école. Je suis d'origine rome-roumaine. Oui. Et avec mes parents, nous avons dû immigrer lorsque j'étais enfant. À cause de la discrimination qu'ils ont vécue en Roumanie, ils ont perdu leur travail. Discrimination que vous avez vécue au final des 2 côtés, aussi bien en Roumanie? Malheureusement, oui, effectivement. Qu'en France, malheureusement. Confrontés également, effectivement, à la discrimination et à l'extrême précarité, puisque si le départ n'était pas un choix, la France l'était pour nous, pour mon père particulièrement, c'était le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme, et il voulait nous offrir un avenir meilleur en France. Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été confrontés à l'extrême précarité. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de vivre en bidonville, en squat, et même dans un camion en réalité, parce que nous avons été expulsés effectivement d'un foyer pour mineurs où nous vivions et nous avions pu enfin trouver l'école lorsque j'étais enfant avec mes sœurs. Et il se trouve qu'au bout d'1 an, nous avons reçu la nouvelle que nous devions quitter cet abri, que nous allions nous retrouver à la rue du jour au lendemain. Et nous avons décidé à ce moment-là de retourner rendre les manuels scolaires avant notre départ à l'école. Et ça a été un vrai déchirement. Pour nous d'abord, parce que on commençait à peine à s'intégrer dans l'école à ce moment-là. Ça l'est encore aujourd'hui, quand je vous entends parler. Ça l'est. Et c'était aussi un vrai déchirement pour le directeur d'école, dont je me rappelle encore les larmes, face au sentiment d'injustice et à la frustration, parce qu'il ne pouvait rien faire pour nous garder, mes sœurs et moi, à l'école. Et la seule chose que nous avons pu emporter avec mes sœurs à ce moment-là, c'était notre cartable. Nous avons dû... En fait, mon père, la seule solution qu'il avait trouvée pour nous éviter la rue, c'était d'aménager son camion. Nous avons dû vivre plusieurs mois en camion sans école. Ça a été une période extrêmement difficile et nous avons pu reprendre l'école. Donc nous avons été expulsés au mois de mars. Nous avons pu reprendre l'école seulement en septembre. Nous avons perdu plus de 7 mois d'école. Ça a été extrêmement difficile de revenir à l'école dans ces conditions-là, avec un retard 7 pédagogique. mois d'école, autant dire que c'est une année perdue. Exactement, c'est presque une année perdue. Moi, j'avais 8 ans à l'époque. 8 ou 9 ans. Donc c'était extrêmement difficile de revenir à l'école avec un retard de plusieurs mois, presque une année, de s'intégrer dans une classe, parce que c'est déjà difficile de s'intégrer dans une classe quand on vient d'ailleurs, quand on est en plus en situation d'extrême pauvreté. Et avec ce retard-là, et malgré ça, parce que mes parents m'ont transmis cette volonté immense de réussir. Et je savais que pour moi, la réussite, elle passerait par l'école de la République française. Je me suis battue et je pense que vous imaginez
vous mesurez peut-être les efforts que j'ai dû fournir pour pouvoir réussir, parce que j'ai dû me battre beaucoup plus que les autres pour pouvoir réussir à obtenir un master dans la plus prestigieuse université de France et à devenir avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, près de la Cour d'appel de Paris aujourd'hui. Et lorsque moi, en 2018, j'ai pu enfin réaliser mon rêve de devenir avocate, je savais pertinemment qu'il y avait des milliers d'enfants comme moi que j'avais rencontrés dans mon parcours. Des milliers d'enfants qui, eux, étaient privés de la possibilité de réaliser leur rêve à eux. Et pour moi, ça, c'était une injustice inacceptable. Donc, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'est de dire, je mets, moi, mon rêve de côté et je fonde, avec les enfants et les jeunes que j'ai rencontrés dans mon parcours, qui sont confrontés aux mêmes difficultés, je fonde le collectif École pour tous, parce qu'il est temps que nous-mêmes, on prenne notre destin en main, on fasse entendre nos voix. Si vous ne le faites pas, vous, personne ne le fera. Effectivement, le droit à l'éducation à tous les enfants, effectivement. Ce que vous avez vécu, vous, plus jeune, est-ce que cela se passe encore aujourd'hui en France en 2024? Richie, est-ce qu'il y a d'autres enfants en extrême pauvreté qui sont menacés d'une expulsion de l'école? Évidemment, et il y en a un nombre de plus en plus conséquent. Nous, il s'avère que lorsque le collectif École pour tous a été créé le 20 novembre 2018 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant et à l'initiative de notre marraine Anina Tiotiu, ici présente, du collectif École pour tous, eh bien, nous avions estimé à plus de 100 000 enfants et jeunes les personnes concernées par l'exclusion de l'école de la République française. Et en réalité, aujourd'hui, et notamment il y a eu la crise du Covid-19, la pandémie qui est passée par là, ce nombre est encore plus conséquent. Et puis tous les jours, vous entendez parler d'un regain de la précarité, du nombre d'enfants à la rue. Et tout cela, en quelque sorte, ne va pas dans le bon sens, dans la mesure où ce nombre est constamment en train de dramatiquement évoluer dans le mauvais sens. Et c'est ce pourquoi, effectivement, nous continuons à mener un combat, et notamment sur la question des expulsions, en prenant une de nos mesures, de nos demandes fortes, qui est la suspension la trêve républicaine, la trêve scolaire républicaine, pardon. Donc la suspension. Qui consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas expulser un élève? En fait, c'est une suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire. Car lorsque l'on se fait expulser de son lieu de vie durant l'année scolaire, eh bien cela engendre très souvent des déscolarisations totales, voire au bas mot pendant 6 mois. Et j'aimerais vous donner un exemple très concret pour l'illustrer. C'est ceux d'enfants qui, à Nemours, au mois d'octobre-novembre de l'année 2023, ont été expulsés de leur lieu de vie sur lequel la famille vivait depuis plus de 30 ans. Et ce qui s'est passé très concrètement, et les chiffres que j'ai à ma disposition viennent des équipes enseignantes de Nemours, de cette ville du département de Seine-et-Marne, eh bien, il y a plus de 11 enfants qui étaient scolarisés dans la commune, notamment dans l'école élémentaire, qui ont été déscolarisés, je pense à Lénie, Nolan par exemple, et qui n'ont toujours pas aujourd'hui, sur contact avec leur famille, retrouvé le chemin de l'école. Et c'est ce pourquoi nous, au vu de l'urgence, eh bien, nous portons cette demande de la suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire, en cela qu'elles engendrent des déscolarisations et une violation des droits fondamentaux des enfants. Des droits qui sont censés être protégés par la République. Totalement. Et donc cette mesure, pour nous, elle fait sens. C'est la mesure qui s'impose le plus rapidement possible. C'est une mesure d'urgence, car évidemment, dans l'idéal, nous souhaiterions, et il faut qu'une politique soit faite pour que des hébergements d'urgence soient créés et pour que ces enfants puissent être logés dignement. Mais en attendant, on ne peut pas se permettre de mettre à la rue des enfants, sachant que ça engendre leur déscolarisation totale. Dans plusieurs cas, et on ne peut pas accepter ça, et c'est pourquoi cette mesure nous semble la plus légitime et la plus à même de répondre à cet enjeu. Pourquoi l'effectivité de ces droits est actuellement menacée en France ? Très concrètement, on vient de vous expliquer l'un des obstacles majeurs, celui des expulsions habitatives, des lieux de vie précaires et informels. Et je précise que vraiment on parle de ça, c'est-à-dire qu'on est mis à la rue. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, je parlais d'un foyer d'hébergement d'urgence dans lequel nous étions hébergés avec ma famille. Et c'est ce qui continue d'être fait aujourd'hui pour des milliers d'enfants. C'est-à-dire qu'on les met très concrètement à la rue de leur lieu de vie, qu'il s'agisse d'un bidonville, qu'il s'agisse d'un squat, qu'il s'agisse d'un hôtel social, qu'il s'agisse d'une aire d'accueil pour gens du voyage, qu'il s'agisse d'une case à Mayotte ou en Guyane. Et ces expulsions, cette politique de destruction d'habitats précaires, c'est ça concrètement, qui est dans 88% des cas suivi d'aucun relogement, même pas le relogement de 3 nuits d'hôtel d'urgence. C'est-à-dire dans l'extrême majorité des cas, c'est concrètement la mise à la rue de la famille entière et des enfants. Entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, l'Observatoire national des expulsions collectives des lieux de vie informels a
a observé que le nombre d'expulsions avait augmenté de 50%. Il est passé de 1330 expulsions à 2078 expulsions, qui concernent donc des milliers, en fait, en réalité, de personnes et d'enfants qui se sont retrouvés à la rue et privés d'école. Richie le disait tout à l'heure, une expulsion, c'est en moyenne 6 mois de déscolarisation, parce qu'on se retrouve à la rue, que l'urgence devient de retrouver un abri, parce qu'on se retrouve éloigné de l'école, parce que c'est extrêmement compliqué dans ces situations-là, quand on le vit en plus plusieurs fois par an, et ça arrive malheureusement, de pouvoir revenir à l'école. Et vous, du point de vue de votre collectif, vous l'observez, cette montée des expulsions ? Oui, on le vit déjà, parce que ce qui est la particularité de notre collectif, c'est qu'effectivement, au sein du collectif, on est tous des premiers concernés. On est tous des enfants et des jeunes qui avons vécu ou qui vivent encore ces situations de discrimination, de difficulté dans l'accès à l'école. Donc on a des enfants qui vivent en bidonville, en squat, des anciens et des jeunes mineurs isolés étrangers, des enfants qui viennent de Mayotte, par exemple. On a des jeunes gens du voyage aussi. Et on l'a vécu nous-mêmes et on l'observe autour de nous. Là, au moment où je vous parle, très concrètement, dans la ville de Stein, il y a une expulsion qui est prévue sur les jardins ouvriers de Stein. Environ 13 familles sont concernées et il y aura une audience, d'ailleurs, jeudi prochain, des familles pour lesquelles nous nous sommes battus pour obtenir l'inscription à l'école. Ça a été un combat en justice parce que malheureusement, aujourd'hui, en France, il faut encore aller devant un juge pour obtenir l'inscription à l'école d'enfants qui vivent dans une situation d'extrême précarité. Et ça a été le cas, d'ailleurs, sur la ville de Stein. Donc, nous nous sommes battus avec ces familles pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Ce sont des familles qui vivent sur ces jardins ouvriers depuis plusieurs, voire des dizaines d'années. Beaucoup d'entre eux travaillent. Ils travaillent à leur insertion sociale et professionnelle. Ils demandent des logements sociaux. Ils sont en attente. Et là, ils risquent très concrètement de se retrouver à la rue et leurs enfants privés d'école. Donc c'est la réalité, aujourd'hui elle est là. Et d'ailleurs, la ministre naguère des Solidarités, qui ne l'est plus maintenant, Aurore Berger, disait dans l'émission des 4 vérités le 19 septembre dernier qu'il y avait 80 000 enfants mal logés en France, dont la moitié, donc 40 000 enfants, étaient déscolarisés. UNICEF nous disait aussi au mois d'août 42 000 enfants, voilà, en hébergement d'urgence ou à la rue, qui sont aussi en train d'être déscolarisés totalement. Donc, on l'observe partout et nous, en tant que premiers concernés, en tant qu'enfants qui le vivons, qui l'avons vécu, au collectif École pour tous, l'un de notre première mission aussi, de ce que nous sommes donné comme mission quand on a décidé de fonder le collectif, c'était de faire entendre nos voix et de nous rendre visibles. Parce que, effectivement, je pense que ça peut être difficile à concevoir qu'aujourd'hui en France, 7e puissance mondiale, 6e puissance mondiale, qu'on dise il y a 100 000 enfants qui sont privés du droit à l'école, et ce sont des enfants qui sont totalement invisibles et qui sont dans l'angle mort de la République. Et notre première mission, ça a été celle-là, c'est-à-dire faire entendre nos voix, faire voir nos visages, et aussi dire que, comme tous les autres enfants, nous avons des rêves. Nous avons des rêves que nous aimerions pouvoir réaliser, et nos rêves aussi comptent comme ceux des autres. Et c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui avec Richie et avec les autres membres du collectif École pour tous, parce que je pense que le premier pas, il est là. Si déjà on prend en compte que voilà, notre existence et le fait que nos rêves aussi valent la peine, je pense qu'on pourra commencer à mettre en œuvre les solutions qu'on propose, parce qu'on a effectivement des solutions efficaces. Et on vous a parlé tout à l'heure de la trêve scolaire républicaine. On sait que c'est une solution efficace parce qu'elle a été mise en œuvre à Marseille. Il y a une expérimentation officieuse. On a une association de médiation scolaire qui s'appelle l'École au présent, qui travaille en très bonne intelligence, ou qui travaillait, puisque ça a eu un changement récemment, en très bonne intelligence. Qui remonte du coup, parce qu'à l'époque c'était Jean-Michel Blanquer. Entre-temps, on a changé 2 fois de ministre de l'Éducation nationale. Simplification des pièces d'inscription scolaire, développement de la médiation scolaire, instauration d'une trêve scolaire, vous en avez parlé Richie, la présomption de minorité, très important aussi mettre, la systématisation du contrat jeune majeur et l'adaptation des plans de lutte contre le racisme aux réalités du terrain. Tout à fait. Et nous avons obtenu, vous savez, depuis 2018, nous avons obtenu des avancées importantes, des victoires importantes. Notamment, la première d'entre elles, c'était la simplification de l'inscription à l'école. Parce que ce que je venais de vous dire, c'est qu'il y a encore des refus d'inscription à l'école pour les enfants en extrême précarité. Nous nous sommes battus avec le collectif École pour tous pour que les refus s'en font sur quelle base, du coup, que je comprenne bien? C'était surtout, principalement, le justificatif de domicile. Quand on vit dans un bidonville, ou dans une voiture, c'est compliqué. Voilà, ou dans une voiture, on ne peut pas fournir de bail.
ni de facture d'électricité. C'est impossible. Et les mairies prenaient très souvent ce prétexte, et c'était très souvent un prétexte, pour refuser l'inscription scolaire de ces enfants. Refuser des enfants tziganes, roms, concrètement, c'est ça ? Et des enfants guinéens, des enfants syriens, réfugiés syriens par exemple, et autres. Ça concerne des milliers d'enfants qui se voient refuser l'inscription à l'école, et leur point commun, c'est vraiment le lieu de vie dans l'extrême précarité. Donc on s'est battu pour obtenir le changement de la loi, on l'a obtenu dans l'école de la confiance. C'était l'article 16, c'est devenu l'article L131-6 du Code de l'éducation, qui dit que maintenant, seules 3 pièces sont exigibles lors de l'inscription scolaire. Vous dites sur votre site que c'est une victoire parce que vous y avez largement contribué ? On a effectivement travaillé main dans la main avec les députés lorsque cette loi a été votée pour que cet amendement-là soit voté. Il a été supprimé au Sénat, il a été réintroduit en commission mixte paritaire parce que nous sommes allés défendre la nécessité d'introduire et de faire voter cet amendement dans la loi pour qu'il n'y ait plus de refus discriminatoires. Donc c'était vraiment notre travail. Nous avons travaillé aussi à la rédaction du décret d'application pour que, effectivement, le décret qui applique cette loi, il permette vraiment d'atteindre l'objectif attendu, c'est-à-dire ne plus permettre de refus discriminatoire de ces enfants à l'école et faire vivre l'égalité qui est promue dans la Constitution d'ailleurs du droit à l'instruction. Et on a obtenu cette victoire. Donc maintenant, le texte il est extrêmement clair, sauf que dans la réalité, malheureusement, il y a encore des mairies, de trop nombreuses mairies, qui continuent à refuser l'inscription scolaire des enfants. Et au moment où je vous parle, aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, il y a 5 enfants âgés entre 3 et 10 ans qui se voient refuser l'inscription scolaire depuis le 28 septembre dernier. Depuis le 28 septembre dernier, ils se sont rendus à la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui leur a refusé l'inscription scolaire parce qu'ils vivent dans un squat et qu'ils n'ont pas pu fournir un autre justificatif de domicile. Et dans ce cas-là, maître, quelle est la procédure ? Comment vous opérez du coup Alors dans ce cas-là, les parents nous saisissent et nous disent qu'ils sont confrontés à un refus d'inscription scolaire. Et d'ailleurs, ici, il se trouve que ces parents avaient la chance d'être accompagnés par un médiateur scolaire de l'association Ascola qui, justement, permet de faire le lien, qui permet de les accompagner aussi dans la démarche d'inscription. Et malgré l'intervention de plus d'une trentaine de postes de médiation scolaire, je précise. Tout à fait. Votre action. Mais malgré leur intervention, il y a eu ce refus qui est persistant parce qu'il y a eu plusieurs relances qui ont été faites auprès de la mairie, auprès du DAZEN. Et toujours, ces enfants, depuis le mois de septembre, ils ont perdu 5 mois d'école. Ils sont toujours en attente, ils ne sont toujours pas inscrits. Hier, j'ai fait partir une mise en demeure à la mairie, une ultime mise en demeure d'inscrire ces enfants. Et s'ils ne répondent pas dans le délai que je leur ai indiqué, nous allons saisir le tribunal administratif de Montreuil afin que ces enfants puissent enfin commencer l'école. Ils ont été privés d'école pendant 5 mois. Donc, ça, c'est, voilà, à l'heure où je vous parle, c'est toujours un problème. Et il y a effectivement des mairies qui continuent de ne pas vouloir appliquer la loi, alors que la loi, elle est extrêmement claire. Aujourd'hui, il y a aussi quelque chose à faire pour que ça vous a étonné ou pas, maître, du coup ? Parce que c'est une chose de se battre pour effectivement édicter la loi, mais ensuite, il y a l'application de la loi. Et c'est peut-être ce qui est le plus dur, le plus difficile ? Alors, on s'y attendait en réalité parce qu'on sait que dans la pratique, voilà, c'était quelque chose de très fréquent. On a dû même aller au Conseil d'État. L'année dernière, on est allé au Conseil d'État, la plus haute juridiction de France, pour leur faire dire qu'effectivement, c'était contre la commune du Blanc-Ménil. Pareil, on avait une petite fille âgée seulement de 6 ans, à qui on refusait l'inscription scolaire depuis plus de 5-6 mois déjà. Et la mairie refusait exactement sur le même raison. C'est surtout la question de justificatif de domicile qui posait problème. On a dû aller au Conseil d'État. Le Conseil de l'État nous a donné raison. Il nous a dit que ces refus étaient injustifiés, qu'ils étaient inacceptables et que ces enfants aussi avaient le droit d'aller à l'école et qu'il convenait, qu'il était nécessaire que les maires appliquent la loi et que également l'éducation nationale, puisque le recteur d'académie a un rôle important en matière d'inscription scolaire, c'est la loi École pour la confiance qui lui a donné un rôle supplémentaire. Quand il y a des refus injustifiés, il doit intervenir et il doit procéder à l'inscription d'office. Et c'est ce qu'a rappelé aussi le Conseil d'État. Nous nous sommes rendus au Conseil d'État avec une dizaine de mamans de ces enfants qui sont vus refuser l'inscription scolaire, des mamans qui vivent en bidonville, qui ont formé le collectif des mamans, École pour nos enfants. Et je peux vous dire que c'était une magnifique victoire d'assister à cette audience. Donc des mamans à qui on dit tous les jours de leur vie qu'elles ne valent rien, que leurs enfants ne valent rien, qu'on n'accepte même pas d'accueillir dans la mairie, qu'on vire comme des malpropres quand elles viennent, quand elles se présentent au guichet de la mairie pour inscrire leurs enfants. Et ces mamans-là, elles ont été reçues au Conseil d'État, plus haute juridiction de France, pour qu'on leur dise vos enfants, la vie de vos enfants, l'avenir
l'avenir de vos enfants vaut quelque chose. Et ça, c'était une magnifique victoire. Et je pense que c'est extrêmement important et que ça permet aussi de faire changer les choses. Aujourd'hui, on a un appel précisément pour le recteur de l'Académie de Créteil, la nouvelle rectrice, pour qu'effectivement ces refus ne soient plus possibles dans l'Académie de Créteil, parce qu'il y en a énormément ici en Île-de-France et dans son académie. Et donc, je pense qu'il est temps d'agir contre ça. Parce justement, vous avez des branches locales, c'est les mêmes problématiques d'une branche à l'autre, d'une région à l'autre de France? En tout cas, les refus d'inscription scolaire sont très fréquents, ils sont partout en France, dans les grandes métropoles particulièrement, parce que c'est là qu'il y a le plus de précarité en réalité, et c'est là qu'il y a le plus de refus qui sont observés. Et il y a aussi des refus à Lyon, il y a des refus à Nantes, par exemple, à Vertou, on a des refus à Mayotte, en Guyane, extrêmement massifs, et ils ont utilisé exactement donc la même procédure que nous, c'est le référé liberté, pour pouvoir inscrire des dizaines, des centaines d'enfants à l'école. Donc quand on voit ça, effectivement, on se dit, on est fiers et on se dit que ça vaut la peine de continuer à se battre, parce que grâce aux victoires qu'on a pu obtenir, aujourd'hui, il y a des centaines et même des milliers d'enfants qui en profitent. Vous parliez de la médiation scolaire. Ouais. Effectivement, en septembre 2021, dans le plan... 31 postes. Oui, et ça a été augmenté à 40. Ah, les 40. Voilà. J'étais pas updaté. Ah, pardon. Et vous savez quoi ? Une nouvelle annonce. On passe à la loupe. Pas ma loupe. On passe à la loupe. On va pas spoiler. La loupe. Alix, on parle, après l'école pour tous, de toutes et tous à l'école. Oui, le programme a bientôt 4 ans. Il est piloté par la DIAL pour délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Il s'inscrit dans la politique de résorption des bidonvilles. Depuis la rentrée 2020, des actions de terrain sont déployées. Elles se focalisent sur l'accompagnement des enfants éloignés de l'école. Le processus commence par l'envoi de médiateurs sur les terrains dans le but d'abord de sensibiliser les familles des bidonvilles à la question de la scolarité. C'est un moment décisif compte tenu du nombre de parents issus de ces communautés qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école. In fine, l'objectif est de donner aux enfants la possibilité de suivre une scolarité et de briser de ce fait le cercle de la précarité. On se met en rang, Terren, Moïse. Presque. Juin. 2023. Très bien, 2023. Alors, rapidement, avant-hier, c'était mardi. Très bien. Après-demain, ça sera samedi. Très bien, Moïse. Très bien, Sarah aussi. Bah voilà, ça c'est ma classe à Tremblay. Donc on est sur le plus gros bidonville de Seine-Saint-Denis actuellement. Donc en ce moment c'est une petite classe, j'en ai 4, mais ça m'arrive d'avoir beaucoup plus d'élèves. Et il y a beaucoup de progrès en français. On travaille beaucoup de thèmes français langue étrangère, français langue de scolarisation. Il y a beaucoup de progrès aussi sur l'autonomie, sur la posture de l'élève. Je suis très content. Là on va le lire ensemble, ça te va ? Sarah, Très bien. bien, là, pastèque. Très bien. Ici, on est dans le camion passerelle. C'est pour optimiser les temps d'attente. Par exemple, quand on a des refus d'inscription de la part des mairies, en fait, les élèves peuvent attendre très très longtemps sur le terrain, ou alors tout simplement par manque de place. Par exemple, j'ai des élèves qui sont en attente d'affectation au collège et ça peut prendre très très longtemps. Ces images réalisées par Jérôme Courroucé nous offrent un aperçu de ce à quoi ressemblent les actions sur le terrain. Les médiateurs jouent un rôle capital en accompagnant parents et enfants à chaque étape du processus, à commencer par l'inscription des enfants dont on parlait dans des classes dédiées aux élèves allophones, des classes qui, comme entendu dans l'extrait, manquent. La mission des médiateurs s'étend jusqu'au lien qu'il faut tisser avec les professeurs, parfois éloignés des bidonvilles, notamment quant aux conditions de vie des enfants, de façon à éviter toute forme de discrimination. Là aussi, ça a son importance puisque les préjugés dont certaines communautés souffrent peuvent parfois conduire à une forme de harcèlement. Il y a aussi donc ce dont on parlait également, l'idée de convaincre les mères. Ensuite, l'enjeu est de maintenir les élèves dans le système éducatif. Bref, ces médiateurs ont un rôle précieux dans l'insertion des enfants. Selon les données les plus récentes, à ce jour, ils sont au nombre de 40 et agissent dans 16 départements. Anina
Nina, qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle des médiateurs ? Je pense que c'est extrêmement utile et ça a donné des résultats magnifiques parce qu'il y a plusieurs milliers, environ 4000 enfants qui ont pu bénéficier depuis le début de la mise en place de ce dispositif de leur action. Donc c'est extrêmement important pour garantir le lien entre l'école et ces enfants éloignés de l'école. Ça va dans le bon sens, ça va assez loin, on peut faire mieux ? Alors on peut évidemment faire mieux puisque 40 postes, évidemment, c'est pas suffisant pour les milliers d'enfants qui en ont besoin. Donc nous, on appelle à ce que ce soit développé. D'ailleurs, Aurore Berger annonçait que ce dispositif serait triplé. Mais on appelle aussi à ce que tous les enfants qui en ont besoin puissent en bénéficier. Aujourd'hui, ce dispositif, il est limité à des enfants intra-européens. Il y a malheureusement aussi, par exemple, des enfants réfugiés syriens qui vivent dans des mêmes conditions en bidonville, en squat, et qui en ont besoin, qui peuvent en bénéficier. Également des mineurs isolés étrangers. Donc on appelle à ce que ce soit vraiment développé pour tous les enfants qui en ont besoin. Comment tu vois l'avenir, Etche, aujourd'hui ? Moi, je le vois de manière combative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a obtenu ces victoires-là, il faut savoir qu'il y a des associations qui, depuis plusieurs années, menaient ces combats, mais elles n'arrivaient pas à avancer sur ces sujets. Et nous, je pense que si on a réussi à avancer aussi vite, à obtenir des victoires aussi conséquentes, eh bien, c'est parce que nous sommes les jeunes concernés. Nous avons vécu cette exclusion extrêmement discriminatoire, extrêmement humiliante de l'école de la République. Encore aujourd'hui, toi, en tant que jeune cigane, tu vis ces discriminations moi, très concrètement, j'ai 2 frères. Et je suis le seul dans ma famille à avoir pu accéder à l'enseignement supérieur. Et c'est pas que je suis plus brillant que mes frères, c'est parce que très concrètement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des rencontres aussi qui m'ont permis de réussir, d'accéder à l'enseignement supérieur, mais en rien je n'y étais destiné. Dans la mesure où... Ces rencontres, c'était des associations ou des personnes comme ça Mais totalement, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de rejoindre le collectif École pour tous, c'est bien parce que je me suis dit que tous ensemble, les jeunes mineurs isolés étrangers, Roms issus de ma communauté, des gens du voyage, on a quelque chose qui nous ressemble, qui nous rassemble du moins, c'est le fait d'avoir vécu la même exclusion de l'école, et ensemble on est à même de porter les demandes qui permettront de résorber ce fléau et de nous permettre d'y accéder. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce que comme on l'a dit au début de l'émission, il y a beaucoup d'enfants qui restent exclus de l'école de la République. Les demandes que l'on porte, elles nous semblent réalistes et réalisables et applicables et surtout de manière urgente parce qu'il nous semble, et à chaque fois c'est ce que l'on répète, que les pouvoirs et les décideurs publics ne prennent pas la mesure de l'urgence. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de discuter, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Et un jour, une semaine, un mois sans accéder à l'école, ça peut changer du tout au tout une existence et une vie. Depuis et donc, septembre même, on a dit, donc ça fait ça. Et donc il y a véritablement urgence à mettre ces mesures en place, à les expérimenter. D'ailleurs, et nous, on est convaincus que si on les expérimente, eh bien, ça pourra fonctionner et ça fera preuve d'efficacité, ce sera gage d'efficacité. Et je pense que chacun peut jouer un rôle dans ce combat. Exactement. Et chacun peut nous soutenir. Très concrètement, pour les personnes qui ne sont pas forcément concernées, mais qui se sentent obligées, en quelque sorte, de participer à ce combat, eh bien, vous pouvez d'une part signer notre pétition sur le site mesopinions.org qui vous permettra de témoigner la nécessité et apporter votre soutien à la nécessité de mettre en place la trêve scolaire républicaine dont nous avons parlé. Vous pouvez également nous contacter, je pense notamment aux enseignants, et je pense qu'ils sont assez nombreux et nombreuses à vous écouter, afin que nous puissions ensemble mettre en place des ateliers de lutte contre le racisme qui ont été conçus par nous-mêmes, à savoir... Vous leur parlez directement à votre caméra, elle est là, si vous voulez. Vous pouvez effectivement nous contacter dans la mesure où nous avons mis en place des ateliers de lutte contre le racisme qui partent de l'expérience vécue, du fait d'avoir vécu le racisme par les jeunes qui sont concernés. Et donc, vous pouvez nous inviter dans vos établissements pour, ensemble, mettre en place ces ateliers de lutte contre le racisme qui ont déjà porté leurs fruits et dont les membres sont très fiers d'avoir participé à la réalisation. Et vous pouvez également relayer le travail que l'on fournit sur les réseaux sociaux et prendre part ainsi au combat pour que chaque enfant puisse accéder à l'école de la République. Richie Thibault, futur avocat, comme maître Nina Chouchou, maître, vous aussi, vous souhaitez lancer un appel. Votre caméra est là, je vous en prie. Effectivement, l'appel, c'est évidemment à l'ensemble de la communauté éducative, aux enseignants, aux directeurs d'école, aux parents, aux enfants qui sont persuadés comme nous qu'à partir du moment où l'école de la République sera capable d'intégrer en son sein et d'accueillir mieux les enfants qui aujourd'hui sont les plus exclus de la société française, elle sera une meilleure école pour tous. Alors effectivement, on les invite à nous soutenir en allant sur nos réseaux sociaux, au collectif École pour tous, en allant sur notre site et en nous contactant. Et puis aussi un appel évidemment aux décideurs publics. Aujourd'hui, en réalité, ce qui nous empêche d'avancer, ça a été parce qu'on a eu un rendez-vous le 8 janvier dernier avec 4 cabinets ministériels, notamment le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, le ministre Aurore Berger, ministre des
Solidarité, le ministre du Logement et la ministre Charlotte Cobel, secrétaire d'État à l'enfance. C'était un rendez-vous prometteur. Malheureusement, l'instabilité politique ne nous a pas permis... Il y a eu un petit remaniement entre-temps. D'avancer. Sauf que hier, j'écoutais les paroles du président de la République avec beaucoup d'attention qui disait que l'éducation était la première priorité nationale et que la première injustice de notre société, c'était le fait de l'injustice de naissance. C'est-à-dire que quand on ne naît pas du bon côté de la barrière, on se dit qu'on n'a pas accès aux mêmes chances. Et il se promettait de faire en sorte que cette égalité des chances et que la promesse républicaine émancipatrice soit une réalité. Et il promettait de faire les efforts nécessaires pour mettre ça en place. Aujourd'hui, très concrètement, nous, on appelle à faire ces efforts-là pour les enfants qui en sont les plus éloignés, ceux qui ont vraiment besoin à ce qu'aujourd'hui on agisse de façon urgente pour faire une réalité de cette promesse républicaine émancipatrice, et on y croit. Et je rappelle à M. Macron qu'il s'est engagé concrètement face à moi en 2017, puisque je l'ai rencontré, à mettre en œuvre cette promesse républicaine, et il est grand temps aujourd'hui de le faire. Que les promesses passent aux actes. Merci infiniment à tous les deux. Merci pour vos témoignages. Merci à vous. Combien poignants, et encore merci pour vos combats. Maître Anina Chouchou, avocate, auteure, présidente d'Ascola, et donc, on l'a compris, cofondatrice et marraine de ce très beau collectif École pour tous, et Eric Thibault, futur avocat. Je me mouille, cofondateur de Peuple Révolté et membre donc de l'École pour tous. Merci à tous les deux, on se revoit très bientôt, assurément. Merci Alix. Merci. On se revoit demain pour notre plus grand plaisir. School TV, le mag. Ciao.